Salut mes chers chefs, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes manager, chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de votre vie, ou que vous avez envie de l'être prochainement. Être chef, ce n'est pas juste manager une équipe, c'est plutôt une manière d'être, une manière de vivre, une manière d'avoir de l'impact sur le monde, à commencer par son propre monde. Être chef, c'est aussi avoir conscience de son rôle et de ses responsabilités, c'est avoir envie de s'occuper des gens, d'une équipe. C'est aussi être garant et garante de l'harmonie des relations au travail et d'accompagner nos collaborateurs et nos collaboratrices dans leur évolution. Ici, dans ce podcast, on explore ensemble le rôle de chef, toutes ses facettes, ses difficultés, l'état d'esprit aussi qu'il faut avoir pour l'être, les pratiques de management et l'impact que ce rôle a plus largement sur nous. Je m'appelle Sophie Plumer, je suis chef d'entreprise, productrice de podcasts RH et RSE et coach en management. Mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en 2021, j'étais consultante en management, puis responsable RH dans une entité d'environ 1000 personnes et je menais des opérations RH en manageant une équipe de 15 collaborateurs. C'est avec ces différentes casquettes que j'ai appris que la pièce maîtresse de toute organisation, c'est le manager. S'il est bon, c'est génial, s'il n'est pas bon, ça fait de gros dégâts. Donc en 2020, je me suis engagée dans l'aventure du podcast pour donner la parole à des chefs inspirants et inspirantes et pour vous partager mes bonnes pratiques afin de vous accompagner au mieux dans votre rôle. 3 ans plus tard, Chef, c'est un podcast de plus de 60 épisodes. C'est aussi un studio de production de podcasts pour entreprises. Ce sont des accompagnements individuels et collectifs sur des sujets de management et ce sont des formats qui fédèrent des chefs de tous les horizons à travers des groupes d'entraide, des dîners et des escapades entre chefs. Bref, ici, on parle, vous l'aurez compris, de management, de leadership, d'impact positif, de futur du travail, de santé mentale et physique et de développement personnel. J'espère sincèrement que chaque épisode vous fera grandir dans votre rôle et vous donnera des clés pour être plus aligné et avoir un impact positif sur votre environnement professionnel. Avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et à laisser un commentaire sympa. Bonne écoute! Bonjour Sophie Caroline. Bonjour Sophie. Bienvenue sur Chef. Merci. Alors Sophie Caroline, on est ensemble pour parler du sujet du recrutement. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé sur Chef et j'entends tous les jours des difficultés des chefs, des personnes que j'accompagne ou des entreprises dans lesquelles j'interviens qui ont du mal à recruter les bonnes personnes à la bonne place et souvent au bon moment. Et au bon moment, oui. Dans les difficultés que les personnes me confient, il y a des difficultés à comprendre les nouvelles générations, des difficultés à comprendre leurs demandes. D'autres sont un peu perdus aussi dans la guerre de la marque employeur. Ont l'impression qu'il faut mettre tout un tas de choses en avant, faire énormément d'efforts pour attirer, etc. et se démarquer. Et puis, d'autres me disent qu'ils ont l'impression d'y passer un temps de dingue, alors que ils sont pas recruteurs à la base. C'est sûr. Et qu'ils sont pas signés pour ça. Donc voilà, il y a sûrement d'autres difficultés, mais en tout cas, ce sont les principales que j'entends. Et il était temps qu'on leur apporte des clés concrètes sur Chef pour bien recruter dans un marché de l'emploi qui est quand même en permanence en tension et en transformation. En tout cas, je sais pas si tu partages mon constat, mais moi, ça fait 12-13 ans que je fais des RH. Ça fait 12-13 ans que j'ai l'impression qu'on me dit que le marché est en transformation, que le marché est en tension. Oui, mais ça va s'améliorer, c'est qu'en ce moment, etc. En fait, non, c'est une tension qui dure. Donc voilà, donc c'était important pour moi d'aborder ce sujet avec un expert et en l'occurrence une experte du recrutement qui soit à la fois pragmatique et qui porte des valeurs positives pour un process du recrutement qui est malheureusement encore loin d'être positif pour la majorité des candidats. Il y a encore beaucoup de candidats qui ont malheureusement de mauvaises expériences ou de mauvais ressentis, malgré des efforts des entreprises ou des cabinets d'ailleurs, pour faire donner les meilleures expériences possibles. Donc ouais, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée sur Chef. Je vais te présenter en quelques mots. Sophie Caroline, tu es la fondatrice de WeVie Consulting. Oui. Vous êtes un cabinet de recrutement à taille humaine, puisque vous êtes 5. Oui. Mais vous êtes 5 experts du recrutement. Vous recrutez dans toute l'Europe, en France et en Europe. Et vous avez 2 valeurs très fortes, qui sont la transparence et la qualité de l'accompagnement humain tout au long du processus. Oui. Si ça te va, on démarre avec les premières questions. C'est parti. J'ai une question rituelle sur Chef, qui est quel chef es-tu, Sophie Caroline ? Alors, moi, je suis chef d'entreprise.
Et recruteuse, c'est-à-dire que chef d'entreprise, j'ai créé après 10 années d'expérience en cabinet de recrutement au Wavy Consulting, qui est une merveilleuse aventure. Je pense que tout chef d'entreprise qui a créé son entreprise ou même qui en dirige une comprend que c'est une multitude de petites fonctions, de choses à faire et aussi beaucoup d'humains. Et ça, c'est ce qui me passionne. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes avec moi dont je suis extrêmement fière, qui sont passionnées de leur métier, qui adorent ce qu'ils font et c'est un plaisir au quotidien de les accompagner pour performer et pour mieux accompagner nos candidats et nos clients. Et je suis aussi recruteuse, donc chef des processus de recrutement. Et ça, c'est pas une moindre affaire. Effectivement, c'est toujours un sujet. Je pense qu'on en parlera, on aura le temps d'en parler ensemble. Mais le recrutement reste un sujet essentiel dans les entreprises. À chaque fois que j'échange avec des chefs d'entreprise, des chefs de département, c'est vraiment ce qui ressort. Le recrutement est compliqué. Mais parce que le recrutement, c'est un métier, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'expertise, et c'est vrai que c'est pour ça que les personnes ont du mal à le faire. Oui, c'est important ce que tu dis, le recrutement, c'est un métier. C'est un peu comme le métier de manager, finalement. C'est un métier à part entière, mais souvent une couche de métier supplémentaire à un métier qu'on a déjà de marketeur, de contrôleur de gestion, etc. J'ai alors 2 types d'interlocuteurs, soit les dirigeants d'entreprise, les ressources humaines, mais aussi les managers opérationnels qui me disent j'ai mon quotidien à moi, opérationnel, ma casquette de manager et en plus, je dois recruter et c'est vrai que ça fait beaucoup. On va essayer de leur apporter un peu d'éclairage. Oui. Je te propose de se mettre là pour le coup dans le costume de recruteuse. Dans quel état d'esprit est-ce que je dois être quand je recrute, quand je me lance dans cette aventure du recrutement pour que ça se passe bien, à la fois pour les candidats, pour mon entreprise et puis pour moi? Alors, avant de lancer un recrutement, il faut déjà, tu vas me dire, on commence à l'envers, on va commencer par prendre du recul. J'aime bien, j'adore quand on prend du recul. Il faut vraiment comprendre et se poser pour savoir quelle personne va nous apporter ce qu'on va rechercher, quelles compétences, quelle formation, etc., etc. Quand on recrute une personne parce qu'on remplace, parce qu'on a eu un départ, il faut aussi se poser la question, pourquoi ce départ ? Qu'est-ce que nous, on n'a pas bien fait aussi ? Faut toujours se remettre en question. Qu'est-ce que le candidat précédent ne nous apportait pas non plus ? Et comment on fait pour que ça n'arrive pas ? Ok. Donc maintenant que je suis dans le bon mindset, place aux premières actions. Oui. Moi, mon premier réflexe, c'est de mettre une annonce sur LinkedIn. Est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Est-ce que c'est la première bonne chose à faire ? Alors, non. D'accord. Oui et non. LinkedIn, c'est une super plateforme où, si je me trompe pas, dire c'est le premier média pour l'emploi où on retrouve des millions et des millions de professionnels. C'est une source où on peut aller chercher des candidats et en plus nourrir sa fameuse marque employeur qui est aussi un sujet de bataille des entreprises aujourd'hui. Mais d'abord, une fois qu'on sait ce qui n'a pas fonctionné ou ce qu'on va rechercher, il faut créer une fiche de poste. La fiche de poste, c'est vraiment le départ, la base du recrutement. C'est savoir la personne qu'on va rechercher, dresser son portrait, tout simplement. Cette fiche de poste, elle ne doit pas être faite par une seule personne ou validée par une seule personne. C'est l'ensemble des personnes du processus de recrutement qui doivent valider cette fiche de poste parce que tout le monde doit être d'accord. Sinon, le candidat qui va plaire à la première personne ne va pas plaire à la seconde et quand le dirigeant ou la finale va rencontrer la personne, ce sera pas OK. Il faut faire un cadeau au candidat et se faire un cadeau aussi à soi en tant que chef pour s'économiser du temps. C'est vraiment être au clair sur ses idées, sur ce qu'on va rechercher dans les compétences pratiques, le savoir-faire, dans le savoir-être, dans les équipes qui sont déjà en place, qui sont-elles et de quoi ont-elles besoin aussi ? Quelle est la pièce qui va manquer à ce puzzle ? Et après, on met l'annonce sur LinkedIn. Ok, donc il y a déjà tout un travail à faire. Et effectivement, ça répond à plusieurs points difficiles que j'ai pu entendre de la part de talents qui disent j'ai franchi le premier palier, le deuxième palier, puis en fait le troisième palier, on se rend compte que j'étais pas du tout le bon candidat. Si c'était mis d'accord avant, ça m'aurait bien évité des étapes et des pertes de temps pour tout le monde. Exactement. Et c'est malheureusement, les candidats sont encore trop souvent à rencontrer ça parce qu'on veut gagner du temps, parce que en fonction des échelles, on va se dire que le collaborateur, le manager va gérer son recrutement, mais que finalement tout le monde n'est pas d'accord. Donc il faut vraiment se mettre d'accord sur ces points-là. Nous, c'est vraiment un accompagnement aussi qu'on aime faire avec les entreprises pour lesquelles on recrute, parce qu'on est du coup nous-mêmes inclus dans cette étape
et on sait exactement la personne qu'on va chercher. Ok. Quand tu parles de fiche de poste, est-ce qu'il y a une différence entre fiche de poste et annonce de recrutement ? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Oui, une fiche de poste vont être les caractéristiques techniques du poste, savoir-être, savoir-faire, les formations. Une fiche de poste, c'est plus technique. Alors qu'une annonce, c'est censé être la première vitrine pour ton candidat. C'est ce qui va lui donner envie, en plus de ta marque employeur. Mais là, il y a plein d'outils pour développer une marque employeur. L'annonce, elle apparaît sur plein de job boards différents. Quand la personne ne vient pas directement sur ton site internet, il est important qu'elle puisse sentir un peu l'âme de ton entreprise et ses valeurs au travers de l'annonce. Ouais, alors justement, je veux bien qu'on parle de l'annonce cette fois-ci. L'autre jour, je lisais une annonce de recrutement d'une entreprise géniale que je connais très bien, qui a des super valeurs, super pratiques RH, enfin voilà, une super mission. Oui. Vraiment, qui coche beaucoup de cases. Et je lis l'annonce, et là, mais ça m'a pas du tout donné envie de postuler. Mince. Je me suis retrouvée face à une annonce hyper sérieuse, alors hyper carrée certes, mais avec la liste des missions, où je me suis presque sentie oppressée quand je l'ai lu. Et je me suis dit, mais c'est hyper dommage en fait, parce que cette boîte est géniale, et l'annonce, comme tu dis, n'est pas du tout leur vitrine, mais finalement presque la fiche de poste technique, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur comment est-ce qu'on crée une annonce de recrutement qui donne envie aux candidats de postuler et de se projeter dans notre entreprise? Pour créer une annonce qui va donner envie, déjà, il faut savoir ce qui nous a donné envie de rejoindre cette entreprise, ce qui nous plaît au quotidien. Donc peut-être interroger les collaborateurs sur les forces de l'entreprise, pourquoi ils sont là, ce qui leur plaît, qui les motive au quotidien. Ça peut être plein de choses. La considération qui est apportée aux collaborateurs, ses perspectives d'évolution. Il y a tant de choses à mettre en avant dans une entreprise que tout le monde n'y pense pas. Pour mettre en avant et faire une belle annonce, il faut prendre un petit peu de temps. En général, une annonce, ça se structure de la façon suivante. On commence par présenter un peu l'entreprise. Donc, quand on présente l'entreprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est de parler de la mission de l'entreprise, son rôle. Aujourd'hui, pourquoi dans les nouvelles générations on peut avoir un petit peu de mal à recruter, c'est parce que les candidats de ces nouvelles générations ne vont pas comprendre le sens ni le rôle de l'entreprise. Alors que s'il est expliqué dès le départ, c'est clair, le candidat sait où il va. Ensuite, pardon, je te coupe sur ce sujet-là, mais je trouve que parfois beaucoup d'entreprises mettent plutôt en valeur, il y a un peu leur mission, mais il y a beaucoup, on est un groupe de X milliers de personnes, on est organisé comme ci, comme ça, plutôt mettre en avant des éléments techniques de comment fonctionne l'entreprise et pas finalement la mission, leur rôle dans la société, en quoi c'est un acteur important de la société dans laquelle on vit. Et c'est ça qui donne du sens et envie de postuler. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Les candidats ont besoin de sens. Ensuite, on passe aux missions. Alors, les missions, c'est un peu, je dois t'avouer que c'est un peu touchy parce que quand on n'en met pas beaucoup, on se dit que le poste est pauvre. Quand on en met trop, on se dit que, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont me demander de faire alors que parfois, c'est des petites tâches. Donc, moi, mon conseil serait de rassembler les missions en grandes missions pour donner du sens au poste. Et encore une fois, ne pas les tourner en éléments techniques, mais plus expliquer en quoi. Quel est le but de cette action? Quel est le but de la mission? Encore 2 étapes. Le profil, qui nous allons rechercher. Ça aussi, il faut pas ni être trop optimiste dans la personne qu'on va rechercher, voilà, pas optimiste mais perfectionniste. Le 100% existe, mais existe rarement. Et c'est très bien comme ça parce que ça veut dire que des personnes qui arrivent et qui cochent 70-80% des cases ou encore ces 20% à progresser, et c'est ce qui va faire qu'elles vont rester chez vous. Donc c'est très très bien de ne pas avoir les 100%. Attention aussi aux termes discriminants qui peuvent être discriminants sans le vouloir. Tu as des exemples de termes discriminants? Oui, vous avez entre 5 et 10 ans d'expérience. Ah, ça c'est discriminant? C'est discriminant, oui, parce que ça veut dire que tu ne vas pas recruter quelqu'un qui a 11 ans d'expérience. Donc tu mets quoi à la place? Vous avez au moins 5 années d'expérience. Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, faut pas se fermer de porte, surtout que je le vois beaucoup dans les recrutements. On a souvent de bonnes surprises et en ouvrant en plus ces perspectives, nous on a la chance dans le cabinet de pouvoir prendre le temps de rencontrer les candidats, voilà, d'ouvrir un peu plus les portes.
dans la majeure partie des cas, c'est pas le candidat initialement pensé qui est recruté. Donc, on se fait une idée d'un profil type et en fait, c'est pas ce profil type qui nous séduit à la fin. Et puis, il y a une dernière étape qui est les conditions et avantages, qui sont la rémunération, la mutuelle, le télétravail, etc. Ça, pour moi, c'est les conditions de travail. Et après, il y a les avantages qui font qu'une entreprise va se distinguer d'une autre. Ça peut être tant dans les perspectives d'évolution que un super cadre de travail, que des formations proposées à ses collaborateurs, etc. Et ça, c'est vrai que les entreprises ne pensent pas forcément à le mettre en avant, alors que c'est des atouts différenciants incroyables. Ok, donc là, on a vraiment une annonce et on voit bien en quoi c'est très, très différent d'une fiche de poste. Si je continue un peu notre histoire du recrutement, maintenant, c'est l'heure de la rencontre avec les premiers candidats, premier entretien. Alors, personnellement, moi, je fais passer des entretiens assez longs. J'aime bien vraiment prendre le temps de comprendre la personne en face de moi et comprendre son parcours, comprendre aussi ses forces, ses vulnérabilités, enfin voilà, voir vraiment si ça peut matcher. Donc du coup, je fais des entretiens d'au moins 1h30. Mais pour certaines personnes, c'est en 15-20 minutes ou parfois 30 minutes, c'est plié et c'est pas plus. Alors, c'est quoi tes conseils ? J'imagine que c'est très dépendant des uns et des autres, mais c'est quoi tes conseils pour qu'un premier entretien se passe bien, soit surtout utile et positif pour à la fois le candidat et le recruteur ? Ce premier entretien, c'est effectivement, après l'annonce, le premier échange que le candidat, la première expérience que le candidat va avoir avec ton entreprise. Donc, c'est vraiment important qu'elle soit réussie tant pour lui que pour toi. Pour que l'entretien se passe bien, déjà, il faut être convaincu que la personne que tu vas rencontrer va pouvoir apporter quelque chose à ton entreprise. Il ne faut pas rencontrer des candidats pour rencontrer des candidats, déjà. Ensuite, quand la personne vient, il faut vraiment, première clé, je trouve, mettre à l'aise la personne. Je pense que tes entretiens durent environ 1h30 parce que tu t'intéresses à la personne. Ça, c'est le deuxième point. Mais aussi parce que tu mets beaucoup de bienveillance, que tu les mets à l'aise. Et sans poser de questions pièges, le candidat va se livrer à toi. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, faut s'intéresser vraiment au candidat. On n'est pas là pour cocher des cases ou etc. C'est une personne qui est en face de nous, donc il faut vraiment s'intéresser à sa vie professionnelle, comprendre, expliquer, parce que ça arrive d'avoir des trous sur le CV, ça arrive d'avoir des expériences qui sont très très courtes pour des raisons X ou Y, mais un candidat sera toujours plus à même d'expliquer tout ça s'il sent qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute active. Et ensuite, quelle que soit la durée de l'entretien, il faut donner une suite. Donner une suite, c'est-à-dire donner de la temporalité. On peut très bien lui dire, vous êtes mon premier entretien. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais il faut que le candidat le sache. Pas le laisser repartir en disant, on vous recontactera. C'est mortel. Ah oui, on vous recontactera, ça fait 1h30 qu'il est avec toi. Il se dit, j'ai tout donné. Et on me recontactera quand, comment, qui, pourquoi, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment donner de la visibilité au candidat. C'est la première étape de recrutement. S'il n'est pas déjà en connaissance du processus de recrutement, qui d'ailleurs, point que je n'ai pas mentionné avant, peut être intéressant d'être mentionné sur l'annonce, parce qu'au moins le candidat sait dans quel processus il s'engage. Voilà, ça le garde motivé de savoir où il va. Et donner, pourquoi pas, si nécessaire, un conseil. C'est un cadeau que vous lui faites parce qu'ils ressortent plus fort des échanges qu'ils ont avec nous. Weavy Consulting, comment vous vous insérez dans ces étapes de définition de poste, de recherche des bons candidats et puis de démarrage du processus vraiment opérationnel, là où notre manager et nos équipes terrain vont vraiment rencontrer les candidats. C'est quoi votre rôle là-dedans ? Nous, on est le coach des deux parties. On est là pour accompagner. Nous, ce qu'on aime, c'est que le client se sente vraiment porté, pris en main, accompagné, que les choses deviennent plus claires parce qu'on les aide dans la priorisation de ce qu'ils vont rechercher, etc. Mais aussi parce que quand on va présenter des candidats, on va leur expliquer pourquoi ce candidat ou cette candidate. Et c'est vrai que nous, on a un rôle de sélection, de faire gagner du temps, donc on s'insère dedans. Et ensuite, dans ce processus de recrutement aux différentes étapes,
effectivement, nous aussi, on débriefe avec nos candidats et avec nos clients pour comprendre comment est passé le feeling, qu'est-ce qui s'est dit, etc. Et en fait, c'est assez drôle puisque c'est là où la perception rentre en jeu. Un candidat va parfois avoir l'impression d'avoir tout donné, mais de ne pas avoir été top en entretien, alors que le client a été charmé. Et puis, parfois, un client va dire quelque chose qui va être interprété d'une façon par un candidat, mais qui n'est pas la bonne. C'est vraiment... nous, on est là pour éclaircir, aplanir, donner des conseils et faire que ça se passe le plus facilement possible. Oui, j'imagine aussi que vous êtes là pour... je pense notamment du côté des clients, des recruteurs, leur faire un miroir de réflexion dans ce qui est acceptable ou pas, bien ou pas des candidats, parce que parfois les critères de sélection ou des niveaux d'exigence peuvent ne pas être complètement ajustés. Je ne sais pas si tu partages cet avis. Parfois, les clients ne se rendent pas compte du marché de l'emploi, en fait, du marché actuel, en fonction des rémunérations proposées, en fonction des missions qui vont être données aux candidats. Parfois, vont vouloir un peu plus que ce qui est nécessaire sur le poste. Et c'est vrai que c'est notre rôle de les aiguiller tant dans la rémunération, dans leurs critères de recherche. Aussi, effectivement, sur certaines questions qui sont posées en entretien, à faire en sorte qu'ils ne les posent plus. Ok, ouais. En tant que manager, comme un nouveau manager, il n'est pas formé à devenir recruteur. Donc, il va parfois poser des questions qu'il ne devrait pas du tout poser, mais sans aucune malveillance. Mais bon, on est là aussi pour aider sur ça, à ce que ça ne se reproduise plus. T'as un exemple d'une ou deux questions qui peuvent être maladroites ? Par exemple, typiquement, on avait un client... Une fois qui voyait sur le CV que la personne était mariée, très bien. Et il lui demande alors, ça fait longtemps parce que lui venait de se marier. Donc il était tout feu, tout flamme dans son mariage. Il avait une super cérémonie et tout. Et il avait envie de partager ce moment. Et le candidat n'a pas compris cet engouement pour le mariage. Et c'est vrai qu'en plus, c'est un sujet qu'on ne doit pas du tout aborder en entretien, mais il ne le savait pas. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'il ne faut pas du tout aborder ? Oui. C'est simple. Tout ce qui est en dehors de la sphère professionnelle ne doit pas être abordé. Sauf si, spontanément, ou si c'est écrit sur le CV, notamment les hobbies, des choses comme ça. Le reste, tout ce qui est en dehors du travail, reste en dehors du travail et c'est très bien comme ça. Donc vous avez des enfants, c'est traditionnel. Voilà, vous mettez combien de temps pour venir ? Ah ok, ça c'est KO aussi. KO, ouais. Si le candidat est prêt à le faire, il est censé le faire. Après, souvent, on ouvre les yeux aux candidats sur ces sujets-là parce qu'il y a toute la motivation, c'est notre rôle aussi, toute la motivation quand on est dans le processus de recrutement à se dire « mais je peux le faire, je peux faire 7h30 de transport sans problème avec 12 changements, il n'y a pas de souci, je vais y arriver ». On sait, nous, qu'au bout de 3 semaines, le candidat est fatigué et éreinté et c'est pas notre rôle de le pousser vers des positions... qui sont comme ça. Donc, on alerte. Après, c'est son choix. Mais on n'est pas là pour décourager non plus, mais juste qu'ils aient une juste réalité. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi... Enfin, vous, en tant que cabinet de recrutement, vous avez peut-être un peu plus de marge de manœuvre pour dire ce genre de choses aux candidats que les clients directs. Est-ce que c'est pas plus simple parfois d'aborder justement cette notion de transport ou de... Alors, la notion de transport, on l'aborde dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a des candidats qui nous semblent intéressants, mais qui habitent loin du lieu de travail, avant de leur parler du lieu de travail, on leur demande combien de temps ils sont prêts à faire en temps de transport au quotidien. C'est leurs limites qui deviennent les nôtres. Okay. On n'est pas censé avoir ce rôle. C'est à eux de réfléchir et de prendre leurs décisions tout seuls. Moi, j'avais une amie dans ma précédente entreprise. Tous les matins, elle faisait 1h45 de transport et elle le faisait tous les matins. Et elle était la première arrivée, la dernière partie. Donc, et c'était OK. Et c'était OK. OK. J'aimerais aussi qu'on parle des processus de recrutement dans leur ensemble, parce que chaque entreprise a ses processus, bien sûr, avec parfois des cas pratiques, avec des immersions, avec des process qui durent 2-3 entretiens, et puis d'autres où on rencontre toute l'entreprise. Là, pareil, comment on s'y retrouve ? C'est quoi pour toi un bon processus de recrutement ?
Alors, un bon processus de recrutement pour moi, déjà, c'est un processus de recrutement où il n'y a ni un seul entretien, ni trop. Déjà, il faut calibrer le nombre d'entretiens en fonction du type de poste, donner beaucoup de rythme. Le rythme, il se donne dès le premier appel, être clair avec le candidat sur le processus de recrutement qu'il va y avoir, combien de temps, est-ce que c'est sur place, est-ce que c'est en visioconférence, etc. Ça c'est important. Comme ça, le candidat se projette sur les différentes étapes. Il se dit aussi, étant souvent en poste, est-ce qu'il va falloir que je m'organise avec mon travail pour poser des demi-journées, etc. Ça rentre en jeu aussi dans le processus de recrutement. Et puis ensuite, savoir à chaque étape ce qui va être attendu du candidat. En fait, le processus de recrutement est là non pas pour faire des étapes qui vont être redondantes les unes entre les autres, mais plus pour qu'à chaque étape, un aspect du poste et du candidat soit validé. On ne cherche pas à chaque fois à réinventer la roue. Non. Quand il y a trop d'étapes pour une entreprise, c'est aussi mettre trop de personnes en jeu dans la décision finale. Et c'est très, très difficile d'arriver à trouver la bonne personne. Sophie-Caroline, dernière étape du processus, c'est le closing. Oui. Donc, on se dit qu'on a fait tout ça, on a rencontré tous nos candidats, que ça s'est bien passé, qu'on a fait des feedbacks, etc., qu'on s'est mis d'accord sur un candidat ou une candidate. C'est quoi les enjeux du closing, donc de la fin du processus? Comment faire pour que ça soit, encore une fois, un moment positif pour tout le monde? Parce que parfois, il y a des pièges, je pense, à éviter pour pas créer des frustrations, justement, dès le moment où la relation, elle se concrétise. Alors, le closing, c'est l'aboutissement de toutes les étapes. Donc, si le process de recrutement a été bien respecté et que tu as été clair avec ton candidat dès le départ sur les aspects positifs, mais aussi les aspects plus négatifs qu'il peut y avoir dans une entreprise. Par exemple, aujourd'hui, le télétravail, c'est très important pour beaucoup de candidats. Certaines entreprises n'en proposent pas, il faut le dire dès le départ. La rémunération aussi, il faut toujours être clair sur ces éléments-là dès le départ. En fait, le closing se passera bien si tous les éléments ont été abordés en amont dans le processus de recrutement. Il faut rien cacher à son candidat. C'est trop de déception pour tout le monde, trop de temps investi. Il faut vraiment être clair et transparent. J'ajoute que quand tu as fait ton closing, tu as fait ton offre à ton candidat, il t'a dit oui. Il t'a dit oui, ou elle t'a dit oui d'ailleurs. C'est super, mais c'est que le début de votre relation. Et une relation, ça se nourrit. Donc, il faut accompagner le candidat ou la candidate, encore une fois, quand elle va démissionner, lui demander si ça s'est bien passé, alors sans être oppressant et l'appeler tous les 3 jours, mais aux étapes clés, l'appeler et ne pas oublier d'appeler son candidat quelques semaines ou quelques jours avant que la personne n'arrive en poste. Parce que c'est toujours agréable de reprendre contact avec l'entreprise avant d'y arriver vraiment. Je garde un excellent souvenir aussi de mon premier recrutement. La personne des RH qui m'a appelée pour m'annoncer que j'étais retenue, pour me faire l'offre officiellement. Et en fait, à partir du moment où j'ai accepté l'offre de vive voix, il a basculé dans le tutoiement. Oui. En fait, je me souviens de ce moment-là. Alors, tutoiement, vouvoiement, c'est pas tant ça, mais j'ai senti qu'il y avait eu la bascule de maintenant t'es à bord et on va se parler entre collègues et on va vraiment créer une relation ensemble, etc. Et je m'étais vraiment sentie vachement accueillie à ce moment-là. Faut être attendu. Le recrutement, ne s'arrête pas du tout à l'offre comme on pourrait le penser. Il s'arrête au moment où la personne valide sa période d'essai. Et nous, c'est pour ça qu'on continue d'accompagner nos clients et nos candidats jusqu'à la validation de la période d'essai pour s'assurer que tout se passe bien. Parce que il faut que le candidat soit attendu, que les premiers jours, tellement clés. D'avoir son matériel, des choses simples, avoir son matériel, être attendu, que ses collègues... Nous, on sait en tant que manager que la personne arrive, mais les autres autour, peut-être qu'ils ne l'ont pas dans leur agenda, donc il faut le mettre, préparer un petit quelque chose de spécial. C'est si important. Et puis, niveau informatique, s'assurer que ça fonctionne bien pour mettre tout le monde en bonne disposition, se libérer du temps. Enfin bon, ça, c'est un autre sujet, mais... Non, mais c'est clé. Ouais, c'est clé. Et ça fait partie du recrutement, comme tu dis, parce qu'en fait, c'est pas parce que la personne a signé son contrat qu'elle peut pas partir ensuite pendant la période d'essai si elle est mal accueillie. Ok. Alors, Sophie-Caroline, on a passé en revue toutes les étapes du processus de recrutement. Tu nous as vraiment donné des super conseils hyper concrets et pragmatiques pour mener à bien nos recrutements. Est-ce que tu as un dernier message
à faire passer aux chefs qui nous écoutent pour que leur recrutement soit le plus fluide possible? Oui, croyez en vous. En tant que manager, vous avez été recruté pour ce poste, donc ça veut dire que vos propres managers croient en vous pour recruter la bonne personne, donc ayez confiance en vous. Mais d'un autre côté, ayez tellement confiance en vous que si vous sentez que vous n'avez pas le temps, que vous ne savez pas recruter, de vous faire accompagner par nous, si vous le souhaitez, mais aussi par d'autres, ou de demander des conseils à votre hiérarchie. C'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est une force de savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide. Et aller chercher de la bonne aide auprès de gens qui sauront apporter de la valeur au processus de recrutement. Oui. Et si on veut justement travailler avec vous, avec toi, Sophie-Caroline, avec ton équipe et WeVie Consulting, comment on fait ? Si vous voulez travailler avec nous, c'est simple, il faut nous appeler. Nous appeler ou me contacter sur LinkedIn. Puis après, l'aventure commence. Très bien. Moi, je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Sophie-Caroline. Merci à toi, Sophie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Chef. J'espère qu'il vous a été utile pour mieux vivre votre rôle de chef si épanouissant, mais aussi si complexe. Merci pour votre soutien et pensez à vous abonner à la chaîne du podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça vous permettra d'être informé à chaque fois qu'un nouvel épisode est diffusé. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter que j'envoie un vendredi par mois. Et si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a le répondeur de chef sur lequel vous pouvez laisser des messages vocaux. Et j'y réponds soit directement par email, soit par l'intermédiaire d'un épisode de podcast quand votre thème concerne plus de monde que vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.